puis, du coup, voilà, on peut passer un petit moment comme ça. C'est un peu de l'impro, mais on fait avec. Hem, mais avant ça, je me demandais si vous aviez vu cette nouvelle-là. Tac. Cette nouvelle-là. Est-ce que vous l'avez vue? Je vais voir, je ne sais pas qui est encore, je regarderai après s'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Voir avec vous ce que vous en pensiez. C'est énorme. Euh, j'ai suivi le truc. Euh, Ça fait du 21,19 km/h de moyenne sur 42 kills. Donc voilà, je sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité du running et tout ça. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui descend sous 2 heures au marathon en chrono officiel. Il y avait déjà eu la fameuse, comment ça s'appelait, Ineos. Je sais plus comment ça s'appelle, avec Kipchoge, mais c'était pas un chrono officiel. Il y avait des lièvres, il y avait la voiture, il y avait plein de trucs. C'était hors course. Là, c'était vraiment en course à Londres. Ouais, assez incroyable. Et du coup, je voulais voir quelles chaussures il avait. Je crois qu'il a des Adidas. Euh, Chaussures. Euh, Ouais, t'as vu aussi Audrey, c'est assez crazy. Euh, alors attends, au lendemain de l'exploit du Kenyan, vainqueur à Londres, les experts mettent en évidence le bond en avant-produit depuis quelques années par la technologie au service de la performance. Chaussures, alimentation, préparation. Alors alimentation, on va pas voir, mais justement, chaussures, on va voir. Ouais, c'est les Adidas Adizero, Adiboost ou je sais pas quoi. Et justement, on va discuter de ce côté technologique ce soir, si vous le voulez bien, par rapport à ça. On a pas mal de données et puis ben, ce genre de records alimente encore les croyances qu'on a, qui sont en partie validées, puis en partie qui restent à l'état de croyance. C'est assez intéressant. Voilà, les chaussures avec lame de carbone ont permis aux Kenyans de courir un marathon sous les 2 heures. Alors comme toujours, je pense pas que ce soit les chaussures en soi, il y a aussi l'entraînement qui va avec. Est-ce qu'ils mettent le modèle? Salut Steph, cool que tu sois là. On était en train de regarder le 1h59 et 30 secondes de... Non, c'est quoi? Il a fait en combien de temps lui? Enfin bref, le sous 2 heures là au marathon. Et quelle était sa marque de chaussures? Ouais, voilà. Après, dans les articles comme Radio-Canada, Blaise Dubois, il va se retourner dans son lit. Les études ont validé un gain d'efficacité estimé à 4%. En fait, ça, c'est faux, typiquement. Ouais, c'est ce qu'on peut juste regarder un petit peu ce soir aussi. Ça, c'était la première nouvelle. Il y avait la deuxième nouvelle. Ça, je ne sais pas si vous suivez. Il faudrait que j'aille voir sur Instagram. Peut-être suivez moins. Je sais pas, vous allez me dire. Pardon, je vais juste me connecter. Mince, c'est quoi? J'arrive. Ah, j'ai le code sécuritaire.
Là, c'est cette info-là. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous suivez moins. Et qu'est-ce que vous pensez? Semaine que je retourne le problème dans tous les sens. Bref, on s'en fout un peu. Semblerait que Clem qui court, je ne sais pas si vous le suivez sur les réseaux, arrête un peu tout ce qu'il fait. Je crois qu'il en peut plus. D'après ce qu'il nous vend le truc, est-ce que c'est un comment? Un Est-ce que ça cache quelque chose derrière de commercial? Tout le monde se pose la question, hein. Il y a une pétée de commentaires. Il y a combien de commentaires sous le post? Il y a 3 342 commentaires. On ne sait pas, mais je pense que ça a quand même l'air de puer le fenouil pour lui. Son truc, ça a l'air assez sincère quand même, où je pense qu'il gère pas toute la notoriété qui a grandi hyper vite autour de lui. Euh, à voir, c'était le deuxième truc. Il y avait un autre truc aussi assez intéressant qui a été pas mal débattu sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez vu, c'est Camille Bruyas qui va faire un trail, je ne sais pas si elle met là, qui va faire un trail. Ah non, je sais pas comment je cherche les trucs, les infos sans tomber sur la page des gens. Elle va faire un trail de 50, elle est enceinte de 4 mois, puis elle va faire un trail de 50 et quelques kilomètres. Et ça a été monstre, comme pour tout, comme les réseaux et tout ça, monstre critiqué, débattu, tout ce qu'on veut. Mais voilà, comme toujours, un peu trop véhément, je pense. Et puis bah, elle est kidée, hein, Camille, elle sait assez ce qu'elle fait. Et du coup, mince. Les données montrent qu'il n'y a aucune contre-indication à ce qu'elle fasse ça. Pour autant que ça soit dans un cadre un peu régulé, et puis elle l'a dit très bien, elle n'allait pas le faire à fond les ballons. C'était plus pour tenter l'expérience. Donc, ouais, je sais pas si vous avez vu ça, puisque vous en pensez, si vous en pensez quelque chose. Mais c'était moi les trois, euh, les trois news que j'ai eues ces derniers jours qui m'ont marqué dans le monde du running. Alors, tac, 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 je dois juste changer ça. Pour ça. Voilà. Voilà. Vous m'entendez bien? Toujours? Ça lag pas cette fois? C'est bon. Je regarde ici, là, enfin dans cette direction, parce que j'ai mon téléphone, c'est là où il y a le chat, où je peux vous lire s'il y a des trucs à lire. Du coup, nickel, parfait. Je sais, je sais pas si vous aviez suivi, je me rappelle plus cette conférence à la Run to Wed, mais je crois pas. Enfin, peut-être Stéphane, je sais pas. Donc l'idée des chaussures en course à pied, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, puis il y a beaucoup de fake news, de croyances. Et puis du coup, ben, j'avais fait un truc donc, que la clinique du coureur m'a enseigné. Et puis du coup, ben, je vais vous faire la présentation. Je passe un peu vite parce que c'était une présentation, si on veut. Euh, voilà, une sorte d'exposé, quoi, une conférence. Donc en fait, ça a été fait pour vous montrer ce qui se dit dans la course à pied, en fait, ce qui se dit d'un point de vue commercial, puis ce qui se dit d'un point de vue scientifique, donné qu'on a. Et puis au milieu de ça, il y a un peu ce qu'on croit en tant que coureur. Et, et c'est assez intéressant, c'est assez flippant en fait, mais intéressant aussi. Donc déjà, pour qu'on ait un vocabulaire, clair, la clinique coureur, ils ont mis en place une échelle d'indice minimaliste.
allant de 100 qui est l'ultra minimaliste, c'est le pied nu, à 0 qui est l'ultra technologique. Donc c'est quand on met le plus de technologie. euh, Ah, tu l'avais suivi, Stéphane? Mince alors. Du coup, tu auras un refresh. Après, comme je disais au début, hein, si t'étais peut-être pas là, je sais que tu as vu l'info pour Gaël. Si tu veux pas rester, tu peux faire autre chose si tu veux. Je remettrai de toute façon sur YouTube, ça sera bien pour les gens. Bah, la question, il reste aussi, j'ai oublié de dire, l'aspect du concours. J'ai toujours dit qu'il fallait qu'on soit 10, mais ça m'embête à chaque fois de repousser. Donc, moi, je pense qu'on peut quand même faire le concours. On peut quand même faire le concours. Et puis, vous aurez potentiellement une chance sur deux de gagner. Il y avait Aline aussi, mais elle semble peut-être plus en ligne, je sais pas. On verra. Donc l'indice minimaliste, ça a été fait dans le but d'avoir un langage commun en fait, en tant que scientifique, en tant que vendeur et tout ça. Alors c'est pas répandu dans le monde encore, malheureusement, mais c'est quand on dit, ben voilà, une chaussure, elle est à 80 d'indice minimaliste, c'est qu'on se rend compte un peu quel genre de chaussure c'est et comment en fait cette chaussure va pouvoir interférer avec la biomécanique. Donc ça, c'était 42 experts de la chaussure qui se sont mis ensemble, puis pendant tout un week-end, je pense, ils se sont mis d'accord sur comment classer les chaussures. Donc les critères pour l'indice minimaliste, c'est l'épaisseur de la semelle, qui va donner un score entre 0 et 5, le drop, qui va donner un score entre 0 et 5, le poids, qui va donner un score de 0 à 5, les technologies de contrôle et de stabilité, donc tout ce qui contrôle le mouvement du pied à l'intérieur de la chaussure, ça va donner un score entre 0 et 5, et puis la flexibilité, qui donne aussi un score entre 0 et 5. Et quand on additionne le tout, et ben on fait le score total fois 4 et ça nous donne l'échelle, heu, le la chaussure sur l'échelle minimaliste. Donc une chaussure minimaliste, c'est défini comme une chaussure qui interfère minimalement avec les mouvements naturels du pied, de par une très grande flexibilité, un faible dénivelé, donc peu de drop, un faible poids, faible épaisseur au talon et l'absence de technologie qui contrôle le mouvement. Donc c'est ce qui simule le pied nu. Hem Donc voilà, ça c'est les scores comme je disais. Ça on peut passer assez vite. Flexibilité, c'est flexibilité en torsion et longitudinale. C'est pour ça qu'ils donnent en fait des scores entre 0 et 2,5 chacun. Mais voilà, entre les deux flexibilités, ça va donner un score entre 0 et 5. En gros, c'est ça l'indice minimaliste. Ça c'est assez intéressant. Et puis du coup, ce qui permet aussi il a une importance cruciale cet indice minimaliste parce que ben, il permet de savoir aussi quand on change de chaussure un peu vers quelle gamme on est habitué. Si on a une chaussure qui est à 30 d'indice minimaliste, puis que tout à coup on voit la nouvelle paire qui nous botte, et cetera, et puis que cette paire-là, elle est à 80, il y a une trop grande différence en fait, au terme de chaussures sur l'impact que ça va avoir sur notre corps et donc du coup, il faut y aller, prudemment et il faut faire ce qu'on appelle une transition. C'est ce qu'on peut voir après. Heu et puis du coup, ben, voilà, la différence entre les 2 chaussures sur cette échelle-là va donner le temps un petit peu estimé, de transition à faire. Là, OK. Je vais juste couper ici parce que j'ai pas besoin de ça. Donc l'œil de la science. Chaussures et biomécanique d'abord. Donc en fait, les chaussures, elles influencent notre manière de courir. Sur la page là que j'avais mis, heu, avec chaussures, une personne qui court sur tapis à une vitesse donnée, je vais pas redémarrer l'ordi, court avec une cadence de 155 pas par minute avec une attaque du pied au sol, comme ça. Et puis cette même personne, donc quelques secondes après, c'est pas comme si c'était non plus, 4 jours après, quelques secondes après, elle court la même chose, même vitesse sur le même tapis au même instant, dans les mêmes conditions et elle change son attaque de pied et puis la cadence change, drastiquement. Donc moi ça m'a toujours passionné en fait ça. C'est des choses que je fais en cabinet, que je remarque. Alors c'est pas tout le temps autant marqué que ça, mais voilà, ça change sa façon de courir. J'invite souvent les gens à le faire
dans la rue. Alors, il faut trouver un endroit un peu propre, plat, heu, goudron ou la piste d'athlée, par exemple, et puis de courir juste, je sais pas moi, 50 mètres pieds nus et puis faire les mêmes 50 mètres en chaussures et essayer de percevoir un petit peu qu'est-ce que ça change. Nous, avec Mathieu, on a fait un truc, il faut que je monte la vidéo, mais qui va être une grosse vidéo pour YouTube. On a fait le truc où on a couru, heu, 4 kilomètres et quelques, 4 je crois, avec une grosse chaussure sur le pied droite, puis une chaussure très minimaliste sur le pied gauche, en même temps, pour voir ce que ça faisait ce déséquilibre, et puis comment le corps le percevait en termes de douleur, de sensations, de performance. C'était assez intéressant, assez, le corps, on se rend compte qu'il a une grosse capacité d'adaptation quand même, hein, sur le moment. Après je ferai pas un marathon, je ferai pas tous mes entraînements avec ce déséquilibre-là, mais c'était intéressant jusqu'à une certaine vitesse. Après, c'était très bizarre. Spoiler pour la vidéo, hem, à une certaine vitesse, j'ai l'impression que c'était je sais plus quel pied, je pense que c'était le pied avec la plus grosse chaussure. Étonnamment, j'ai l'impression en fait que ce déséquilibre me freinait, m'empêchait d'aller plus vite, comme si ça me bridait. C'était rigolo. Hem, donc quand on court, on a une biomécanique de course qui est divisée en 2 phases. On a une phase d'appui et puis une phase aérienne. En fait, la phase d'appui, il y a l'amortissement quand on arrive au sol, le soutien le centre de gravité qui passe par-dessus et la phase de propulsion quand on se, propulse quand on avance. Hem et puis en fait, c'est cette phase, d'amortissement ici qui est le plus étudiée scientifiquement parce que c'est là où il y a le plus de contraintes sur le sol et cette phase d'amortissement, elle permet de classifier un peu 2 profils de coureurs. Ça, c'est la clinique coureur qui ont fait. C'est un peu débattu, mais c'est intéressant, de manière, conceptuelle pour expliquer les choses. Ils ont dit plutôt une personne qui va avoir une technique dite naturelle, donc qui aura tendance à courir comme on le ferait pieds nus, spontanément chez tout le monde, avec une attaque plutôt petit talon, médio-pied ou avant-pied. Puis une technique normale, hem, avec une technique de course vraiment plutôt qu'on voit beaucoup en fait chez les coureurs récréatifs, chaussés de chaussures plutôt amorties et tout ça, avec une attaque plutôt talon. Chez cette personne-là, il y a une cadence qui est très basse. Chez cette personne-là, il y a une cadence qui est plutôt haute. On sait que de courir comme ça. Vous voyez ma flèche en fait? Parce que moi je montre depuis tout à l'heure, mais je sais pas si on voit ma flèche. J'essaie de voir sur mon feedback. Vous allez me dire si vous voyez la flèche quand je montre comme ça autour du bonhomme. J'ai pas l'impression. Ok, globalement, il faut que je m'habitue quand même à ces technologies de Twitch et tout. Donc voilà, le personne en gauche, en vert, qu'est-ce que je disais? Elle va avoir une foulée plus naturelle, elle va avoir aussi une foulée plus protectrice biomécaniquement quand même. Mais avec un stress mécanique, donc des tensions, qui sont réparties plutôt sur le pied. Ah, vous voyez pas mon curseur en fait, pardon alors. Depuis le début, je montre à chaque fois, comme si je faisais une présentation, en vrai. Mais dans le contexte, on comprend. Ouais, j'ai essayé de faire gaffe alors. Je sais pas comment on fait pour qu'on voie mon curseur. Mais c'est pas grave, je vais essayer de faire attention. Donc là, on est sur le petit personnage de gauche ou qui a la courbe en vert. Là, il y a un stress mécanique vraiment sur le pied, le tendon et le mollet qui est plus important. Et puis la personne de droite, donc en orange, elle aura un stress mécanique qui est plus important sur le tibia, le genou, la hanche et le dos. Et comme la plupart des blessures en course à pied se situent dans cette région orange, heu, c'est assez intéressant quand même. Pour moi, s'il y a un truc qui est important là, c'est que, du coup, en fait, biomécaniquement, on peut varier les contraintes et puis faire en sorte qu'en fait, on stimule des zones un petit peu différemment. Ça, c'est important. Quand on est blessé au genou, typiquement, il faut qu'on essaye d'augmenter un peu sa cadence pour qu'on passe vers une biomécanique plutôt comme celle de gauche, en vert, de manière à ce qu'il y ait moins de stress mécanique sous le genou et de manière à ce qu'on puisse continuer de courir dans l'optique d'une bonne quantification du stress mécanique.
Voilà, donc ça, bah, c'est ce qu'on a dit. Il y a pas mal d'études, on le voit à droite, donc les probabilités qu'une personne court en fait, non, c'est pas vraiment ce qu'on a dit. Les probabilités qu'une personne court comme la personne d'en haut, donc en vert avec une foulée plus naturelle, est plus importante en étant chaussée de chaussures minimalistes et la probabilité qu'une personne court, comme la personne du bas en orange, bah, elle est plus importante si elle a des chaussures plutôt technologiques, maximalistes. À savoir qu'il faut quand même que la chaussure soit à 70 sur l'échelle minimaliste pour vraiment avoir un impact, justement sur la biomécanique. Hem, Vous avez quoi comme chaussures, vous, qui courez régulièrement? Je sais que vous courez. Hem Du coup, dans la présentation que j'avais fait, c'est que devons nous tendre vers une biomécanique plus protectrice en changeant nos chaussures? Ça c'est ce qu'on me demande souvent. Vu on parle de plus de protection en foulée plus naturelle, moins d'impact sur le genou, la hanche, est-ce qu'on doit tous changer, heu, notre façon de courir? Non. Bah, voilà, c'est ça. Chez tous les coureurs, non, parce que si on est, je dis souvent, pas blessé, qu'on a du plaisir, qu'on est confortable, faut rien changer. Si tout va bien, il y a aucun souci, qu'on est content, qu'on est satisfait, changeons rien, changez rien, vraiment. Toujours plus de risques dès qu'on en fait un changement, que ce changement coûte quelque chose au corps et puis qu'on ait des problèmes. Ça dépend de l'entraînement ou course, j'arriverai pas à dire dans quelle catégorie elles sont. Mais t'as quel, si tu, je sais pas, ton modèle que tu utilises le plus souvent? On peut regarder. Heu, Changer, c'était quoi? Est-ce qu'on doit changer de chaussures? Hem, C'était quoi le titre? C'était devant tous, est-ce qu'on doit changer de chaussures justement et puis tendre vers une biomécanique plus protectrice si on débute? J'avais mis oui, mais non, dans le sens où la logique voudrait dire si on débute, de toute façon, on doit y aller progressivement et autant qu'on y soit progressif, heu, avec une foulée plus protectrice, avec moins d'impact au sol, donc avec des chaussures plus minimalistes. C'est un peu ça le raccourci. Hem Et Blaise Dubois d'ailleurs est intransigeant, enfin la clé coureur assez intransigeant sur, si on débute la course à pied, il faut être en minimaliste, point. Moi je pense que le problème il est un petit peu différent, c'est que oui, si on est très clair avec quelqu'un qui débute, puis quelqu'un qui débute qui sait absolument être très, très, très progressif dans sa façon d'évoluer et qui débute très bas à faire, je sais pas moi, à marcher d'abord, puis après faire de l'alternance marche-course, et cetera. On peut. Après, le problème, c'est que nous, au quotidien, ça fait des années qu'on est assez déconditionné du minimaliste dans nos chaussures du quotidien, pour la plupart. Donc nos pieds sont quand même passablement affaiblis. Donc quelqu'un qui débute à l'heure actuelle va débuter parce qu'il a un challenge immédiat souvent, parce que son voisin, parce que ses potes, parce que font que la personne va probablement, il y a une autre probabilité qu'elle y aille trop vite, trop fort, d'où les blessures qu'il y a actuellement en course à pied. Et du coup, ben voilà, si on le fait avec des pieds qui sont pas assez forts, qu'on y va trop vite, trop fort, je pense que c'est tendu. Donc voilà. Après, c'est vrai que comme je disais, si on est blessé de manière chronique ou souvent blessé sur la même zone, là, on peut changer les chaussures et essayer de changer sa biomécanique pour, comme je disais au tout début, enfin avant, créer des décharges sur les zones lésées tout en continuant à courir. Donc voilà, si on a mal au genou, ben, augmentons la cadence, faisons des plus petits pas, essayons d'attaquer un peu moins du talon, un petit peu plus talon, proprioceptif, médio-pied, de manière à réduire le stress mécanique sur le genou. Heu, voilà, après de toute façon, pour prendre en charge des douleurs, il faut évoluer après graduellement dans cette fameuse quantification du stress mécanique. Hem, là Bon, là, j'avais juste donné des exemples. Par exemple, quelqu'un qui a une tendinopathie d'Achille aussi, on peut jouer avec les chaussures, hein. Typiquement, mettre un drop plus important à l'arrière, provisoirement peut-être, pour décharger le tendon.
Il faut éviter une chaussure qui serre à l'arrière sur le tendon, qui crée un appui sur le tendon, ce genre de choses. Pour les métatarsalgies ou les sésamoïdopathies ou les fascites plantaires, là, on va mettre une chaussure qui a plutôt beaucoup d'amorti dans les phases justement un petit peu pour, protéger, dans le but de, voilà, de faire en sorte que les contraintes sous le pied soient un peu moins fortes, enfin et cetera. On peut jouer avec les chaussures par rapport aux problématiques qu'on a. Voilà. Est-ce qu'il faut acheter une nouvelle chaussure exprès juste pour, pour comment? Pour, guérir de son problème? Non. Mais, si on en a plusieurs, ben, on peut se dire: «OK, pendant une période là, 3-4 semaines, il faut mettre plutôt celle-ci parce que». Voilà, si on est blessé de manière aiguë, donc moins de 3 mois, si on a une nouvelle blessure, il faut pas tout de suite changer les chaussures à moins qu'on les ait, à la maison et là, comme je dis, on peut changer, et puis mettre celles qui vont peut-être un petit peu plus protéger au début, mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire de toute façon, dès qu'on est blessé de manière aiguë. Hem, Ce qu'on sait en fait dans les synthèses de la science actuelle, juste actualiser le chat. Ce qu'on sait dans les synthèses de la science actuelle, c'est que enfin, si on fait une synthèse de la science actuelle, c'est que le drop, ça réduit pas l'attaque talon. Ça a été quand même pas mal étudié. Plus on ajoute de drop, c'est pas, en fait, à la base, le drop avait été inventé pour, réduire, l'attaque talon chez les coureurs. En voyant tous ces attaqueurs talons, voilà, ils se sont dit: «Ben, on va augmenter l'arrière» et puis, en fait, non, ça réduit rien. Les contrôles de technologie de la pronation du pied, ça j'ai fait pour un travail, à la HEDS à Fribourg. Salut coach Cosette, merci, cool que tu sois là. Je profite juste de voir ton message pour te dire si tu n'as pas vu l'info, Gaëlle est malade. Gaëlle est malade, donc elle peut pas être là ce soir. Je suis tout désolé et elle l'est encore plus. Du coup, vu que je me suis dit que je maintenais quand même le live, puis on parle un peu de chaussures. Donc si tu veux pas rester, je comprends tout à fait. Il y a pas de problème. Puis les autres aussi, hein. Hem, Par contre, on fera quand même le concours Black Roll. J'ai noté que vous étiez là, donc on va faire. J'ai dit. Donc contrôle de pronation du pied, donc les technologies dans les chaussures, j'ai fait une recherche de la littérature qui est pas méga fournie finalement pour ça, mais est-ce que ça les antipronateurs, est-ce qu'ils ont un réel effet? Alors déjà sur la prévention des blessures, non, ça on n'a pas de en fait on non, on peut pas dire. Ça blesse pas plus, mais ça réduit pas les blessures. Puis ce qu'on sait encore, c'est que ça réduit pas forcément la pronation du pied, les antipronateurs. Ce qui se passe avec ces chaussures antipronatrices, c'est que ça réduit, heu tu restes, cool. Ça réduit la pronation additionnelle que que les nouvelles technologies de chaussures, engendrent. Dans le sens où on a des chaussures qui sont de plus en plus hautes, plus en plus légères, plus en plus molles et donc du coup là, le pied la chaussure va amener en fait un mécanisme instable au niveau du pied et donc quand on rajoute des renforts dans la semelle pour corriger cette pronation, ce qu'on dit, ça corrige plutôt ce mouvement de la chaussure qui engendre une pronation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Hem, donc en fait, ça réduit pas la pronation du pied. La pronation du pied en tant qu'être humain, c'est quelque chose qui est, parfaitement normal. C'est pas un problème, une pronation du pied. Une hyperpronation peut-être, dès qu'il y a vraiment trop, mais une pronation, c'est pas quelque chose de gravissime. Le poids, ça a aucune influence sur la biomécanique de course, ça a une influence, spoiler, sur la performance. Ça on s'en fout. L'effet bascule, on a très peu d'études. Alors il faudrait que je revoie parce que je l'ai fait il y a 2 ans cette étude, cette présentation. Mais on avait très peu d'études sur l'effet rocker de la chaussure, donc l'avant de la chaussure qui remonte sur, la façon de courir. Puis la rigidité de la chaussure, elle a pas d'effet sur la biomécanique de course. Donc chaussures et blessures, c'est mon dada. Là, c'est l'indice de la science. Donc en fait, ce qu'on voit, en haut là, les RELF 2022, la Vigne 2023 et cetera, c'est des études qui ont été faites sur est-ce que, les technologies, de contrôle, de mouvement, les technologies des chaussures, l'amorti, heu,
protège des blessures ou crée des blessures. Et quand on regarde un petit peu toutes les études qui se disent, et ben, le détecteur, il est un peu au milieu, c'est-à-dire que non, ça protège pas. Donc on peut pas dire qu'on met plus d'amorti, c'est ce que les magasins vendent, hein, «Ah, vous débutez, il vous faut de la protection, donc il vous faut de l'amorti». Ça ne protège pas des blessures. À l'inverse, les technologies dans ces chaussures ne nuisent pas. C'est pas le fait d'avoir mis une chaussure plus amortie qui va blesser non plus. On se blesse parce que on y va trop vite, trop fort, parce que le corps n'est pas habitué, aux contraintes biomécaniques. Ça, c'est le point, crucial. Mais voilà, sur les chaussures en soi, ben, ça blesse pas plus. Il y a des chaussures, si, on voit 2021 Willem à gauche qui montrait, qui était une étude qui montrait que, ben, ça protégeait les technologies. Puis à l'inverse, 2016 Malissou à droite montrait que, ben, ça avait tendance plus à blesser. Donc il y a des études isolées qui donnent ça, mais si on regarde l'ensemble, eh ben, ça ne protège pas et ça ne blesse pas. Donc les technologies d'absorption, l'amorti pour les blessures, hem, là aussi, c'est un peu entre 2. Ça protège pas et ça nuit pas. Cela étant qu'il y a des grosses études qui montrent, non, je sais pas si elles sont là, mais non, ça ne protège pas. J'actualise là. Voilà, les antipronatoires que je disais avant, pour les blessures, ben, ça protège pas, ça nuit pas, ça c'est clair. Il y a, je dirais, tac, 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 il y en a une de plus qui a été faite en 2025, l'année passée, euh, qui n'était pas très bien menée, puis qui avait beaucoup de biais, qui avait tendance à montrer que ça protégeait, comme Willems en 2021, mais elle était avec pas mal de biais, donc en gros, ça change pas beaucoup la donne, que on, ça protège pas et ça blesse pas. Bon, là, il y avait une vidéo, mais on voit pas la vidéo vu que c'est un PDF. C'est un gars qui a une méga pronation du pied. Le drop et les blessures, bah, la même chose en fait. Finalement, ça protège pas et ça ne nuit pas d'avoir plus de drop de manière générale. C'est pas parce qu'on a tout à coup plus de drop que ça nuit. Par contre, si on passe d'une chaussure qui a un drop 13 à une chaussure qui a un drop 4, là on peut se blesser. C'est pas le drop en soi, c'est la différence c'est la différence de contraintes que le tendon d'Achille typiquement va subir entre les deux hauteurs d'arrière-pied. Puis parce plus on est en haut, moins le tendon d'Achille va devoir travailler. Plus on est bas, plus il va bosser. Et donc du coup, ben voilà, si on est habitué à un drop 13 puis qu'on passe à un drop 4, et ben tout coup le tendon d'Achille il va plus gueuler, enfin plus subir. Et puis ben si on continue sur le même volume, la même intensité, sur les mêmes entraînements qu'on faisait avant le changement, eh ben, il y a de fortes chances que ben, le tendon il subisse beaucoup plus. Par contre, si on change puis qu'on y va de nouveau progressivement avec ces nouvelles chaussures parce qu'il y a une grosse différence typiquement de drop, ben là on va être plutôt préventif. Voilà, c'est ça. J'anticipe trop, je pense que je l'ai faite plusieurs fois cette présentation, donc je la sais par cœur. Vous me dites s'il y a des questions, hein, vous n'hésitez pas. Hein, je trouve que c'est cool s'il y a de l'échange aussi, ou bien si vous n'êtes pas d'accord aussi. Moi, je cherche des gens qui seraient pas d'accord des fois avec ce que je dis. Là, donc c'est les transitions. En fait, finalement, on sait qu'une transition, quand on est vers une chaussure minimaliste, puis qu'on transitionne vers une chaussure plutôt maximaliste, plutôt technologique, ben, ça aura peut-être plus tendance à blesser. Par contre, on l'a donné, la science, là, elle est très fragile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quasi personne qui transitionne vers du minimaliste vers le maximaliste. Soit les gens, ils ont des grosses chaussures d'emblée, soit les gens, ils ont des grosses chaussures, puis ils veulent passer vers des chaussures plus minimalistes pour diverses raisons. Mais quelqu'un qui est habitué au minimaliste, il le fait pas pour rien, je pense. Donc généralement, cette personne-là va avoir tendance à rester en, en minimaliste. Par contre, bah voilà, la transition vers du plus minimaliste, là, on voit, hein, il y a plus d'études qui montrent que ben, ça a tendance à, à plus nuire, mais c'est de nouveau la transition qui nuit. Parce que les gens, quand on transitionne, on ne respecte pas une certaine euh, progressivité. Ces études sont sur des coureurs qui courent beaucoup ou pas trop. Bah, je pourrais
pas te répondre comme parce que je pense que ça dépend les études. Il y a des études, qui ont tout à coup une grosse population et puis qui de coureurs amateurs, récréatifs. Tu as certaines études qui vont être sur des coureurs plus élites. Il y a un petit peu de tout. Si tu veux, je peux essayer de regarder, mais pas là en live, plus en détail pour te répondre, puis te dire: «Ouais, la plupart du temps, c'est ça», parce que je les ai pas en tête forcément. Mais je pense qu'il y a un petit peu de tout. Mais en général, c'est clair que les études, elles sont, pas majoritairement faites sur des pros, par exemple, sur des élites. Ce qu'ils veulent, c'est être un peu représentatif de la population, puis la population de coureurs et ben, c'est pas, enfin, c'est pas des pros quoi, majoritairement. Je trouve l'étude très intéressante et très juste. Après, c'est tellement personnel. Ouais, c'est personnel, effectivement. Mais après, de toute façon, il y a toujours une part d'individuel. Ça, c'est clair. Mais maintenant, bah, on a quand même des messages et puis, puis des croyances. Je pense faut être prudent. Moi, je maintiens que qu'on peut pas dire que bah, une chaussure, c'est la cause de s'être blessé. De nouveau, à part une question de transition, mais c'est très rare, disons, que on puisse, mettre la faute sur la chaussure. C'est tellement plus facile et on le dit souvent parce que, ben, pour un coureur, c'est quand même, j'ai fait une présentation à des cyclistes et puis, bien sûr, c'est toujours plus facile de mettre la faute sur un mauvais réglage du vélo quand on se blesse plutôt que sur son entraînement qui a été trop intensif. Je cherche toujours les excuses faciles, puis aussi les corrections faciles. Tiens, si c'est la chaussure qui m'a blessé, je change de chaussure, puis j'irai mieux et ça, il faut faire gaffe. OK, je vois, car j'imagine quelqu'un qui, de base, a une mauvaise posture va avoir plus de problèmes en changement que quelqu'un qui connaît sa posture. Est-ce que, peut-être tu peux détailler un petit peu qu'est-ce que tu entends par, déjà mauvaise posture et puis dans quelle optique de changement? Je te réponds après, j'essaie de regarder, ce que tu me réponds. On associe donc souvent les chaussures aux causes de blessures. Le grand problème, surtout lors du changement, donc la transition qui pose problème. On parle, d'où l'indice minimaliste hein, que j'ai montré au début. Là, on voit sur le schéma à droite, je pense que vous le voyez, ouais. Entre bah, une ou l'autre chaussure, on dit qu'il faut 1 mois de transition, donc 1 mois par 10 à 20% d'indices minimalistes différents. Donc si on passe d'une chaussure avec 20% d'indices minimalistes, comme, je sais pas moi, les ASICS Magic Speed 5, 4, je sais plus, et puis qu'on passe sur les Saucony, je dis les miennes, hein, parce que je sais qu'elles sont à peu près ça, Saucony, elles se font plus, mais Fast Twitch 9, qui sont à 70, je devrais m'habituer à ces nouvelles chaussures pendant 2 mois et demi à 5 mois. Ça fait rire souvent les gens, c'est énorme, mais c'est plus théorique, mais c'est pour dire qu'on ne peut pas passer des chaussures à 20% aux chaussures à 70%, comme ça et rien changer, enfin, sans s'habituer. Ça doit prendre du temps pour s'habituer si on veut être protecteur, si on veut pas se blesser. Puis de nouveau le côté individuel, comme disait Stéphane, peut-être chez des gens ça ira beaucoup plus vite que chez d'autres, mais en mettant cet ordre de grandeur, ça heurte souvent en disant: «Ah ouais, en fait je peux pas m'habituer en 2 jours à mes nouvelles chaussures si elles sont fondamentalement très différentes». Alors toi, tu es dans le sens où, par exemple, perso, je change beaucoup de chaussures selon la séance. À mes coachés qui démarrent, je ne les fais pas changer de chaussures car j'aimerais d'abord qu'ils apprennent à bien se positionner en course pour passer à des changements. Ouais, pourquoi pas. Bah après, tu vois, le coaching, c'est beaucoup plus ton domaine. Donc, moi, je me prononce pas trop. Pour moi, ça fait sens de dire bah, tu t'habitues effectivement avec une certaine chaussure. Déjà, tu as déjà pas mal à faire à t'habituer à courir. Il y a pas mal de trucs. C'est déjà difficile au début et tout ça. Donc, peut-être pas changer plusieurs fois les chaussures. Toi, tu changes souvent. Je pense que c'est assez intéressant le changement ouais, souvent varier un peu des chaussures aux caractéristiques différentes parce qu'on sollicite ben, comme on a vu au début, nos structures différemment. Et ça, c'est assez intéressant pour faire travailler un peu le corps, dans le sens où, bah, typiquement, moi, si des fois j'ai des tensions sous le pied,
Ben là, je mets pendant un certain temps des chaussures beaucoup plus amorties, je voire même les lames de carbone pour mes entraînements, rien que pour m'entraîner. Et puis, tout à coup, bah, ça va mieux ou je peux avoir tout à coup un peu mal au dos. Là, je vais mettre des plus minimalistes et ce genre de trucs. Après, tu peux varier un peu les contraintes, donc ça, c'est intéressant. Donc j'imagine, comme dit Stéphane, oui, d'une personne à l'autre, c'est très différent. Oui, de toute façon, les gens, on est tous différents, hein, donc je dis souvent que tout ce que moi je présente, ça peut être, c'est un peu des généralités, c'est des données qu'on a, donc on a un peu des réponses à certaines questions qui sont de toute façon pas figées, gravées dans la roche, quoi. Et puis qu'il y a toujours des variabilités, quoi. En parlant de variabilité, il y a une belle étude qu'on va voir après sur les lames de carbone, justement, une des meilleures, je pense, qui a été faite en 2019, je crois. Ça date un peu, mais ils n'ont encore pas vraiment fait d'autres études intéressantes comme ça. Autant intéressantes, je trouve. Voilà. Tac, tac, tac. Les études, elles montrent aussi, ça j'ai pas recherché à l'heure actuelle encore, qu'il semblerait qu'il y ait moins de blessures quand on est habitué à courir en minimaliste. Donc minimaliste, biomécanique de la personne verte, foulée plutôt naturelle, comportement de modération d'impact instinctif, ça aurait tendance à moins se blesser que les maximalistes. Je sais pas, je sais pas. Tac, en résumé, pas de preuves sur l'aspect protection, prévention des blessures par rapport aux technologies de chaussures. C'est les transitions qui posent problème et voilà. Alors, on continue. Il n'y en a pas pour trop long encore, je ne vais pas vous saouler, pas trop vous saouler, mais moi j'adore les chaussures. J'adore parler des chaussures. Heu, D'ailleurs, j'avais fait là sur Twitch justement, sur les chaussures lames de carbone et trail, si vous voulez que j'en discute à la fin, on peut aussi en parler. On a deux trois infos dessus. Donc en performance, on en est où? Si on veut, heu attends, c'était déjà quoi ce truc? Jus Pendant pas mal d'années, les les chaussures, elles avaient un certain poids, dans le sens où il y avait des chaussures minimalistes qui étaient plutôt des racers, donc les chaussures qu'on utilisait en course parce que, ben, hyper légères, et puis les chaussures qu'on utilisait en entraînement, heu, la plupart du temps, bah, c'est des chaussures qui avaient un peu plus d'amorti déjà à l'époque et cetera, et mais qui avaient un certain poids parce que tout ce qu'on met comme amorti, tout ce qu'on met comme technologie de contrôle de mouvement du pied, tout ce qu'on met comme, tous les trucs, ben, ça coûte en poids. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que ça a été une donnée qui est assez figée, qui a pas bougé depuis pas mal de temps, que 100 grammes dans la chaussure de plus, ça coûte 1 de la consommation d'oxygène. Donc dès qu'on diminue de 100 grammes, on gagne 1 de notre consommation d'oxygène, quand on court, par 100 grammes. Heu et puis du coup, en 2017, il y a cette fameuse, révolution technologique qui a fait un énorme boom que vous avez dû entendre avec la Nike Vaporfly 4 qui a été vraiment un boom énorme, dans les chaussures de performance. Je ne sais pas quel est votre avis, là-dessus, si vous aviez entendu un peu tout le foin qu'il y a eu avec les records et tout ça, mais ça a été tellement bien ficelé par Nike que ouais, c'est assez, ça a bien marché. En fait, ils ont réussi à condenser un maximum de technologie dans une chaussure, mais dans une chaussure avec un poids, heu, très bas. C'est pour ça qu'elle descend là, touc touc. C'est qu'en fait, ces chaussures, elles étaient ultra légères, ce qu'avant on avait de la peine à faire. Soit on faisait une chaussure très minimaliste, soit on faisait une chaussure très technologique, mais qui était très lourde. Et là, du coup, ils ont réussi à faire une chaussure très technologique, ultra légère. Et spoiler, avec une nouvelle technologie de mousse, hem, voilà, une nouvelle technologie de mousse et le carbone. Mais le carbone qui existait depuis bien longtemps auparavant, qui avait fait un flop dans les années, je sais plus, 2000, hem,
parce que trop lourd et puis pas d'autres choses à côté et puis du coup, bah, voilà, il y en avait déjà, mais ça n'a pas marché comme ça marche maintenant. Heu, OK, ça c'est sur la performance, donc en fait le drop il a aucune le drop n'améliore pas la performance. L'aérodynamisme des chaussures et des chaussures vraiment hyper aérodynamiques, bref, il y a pas d'études sur le sujet, on ne sait pas. La forme de la chaussure, c'est elle améliore la performance. Les antipronateurs, ils ont pas d'effet sur la performance. Ça a été aussi étudié. L'épaisseur de la semelle, donc l'épaisseur, plus la semelle est épaisse, plus elle semble, tac, 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 amener en fait un retour d'énergie. Si on veut, ça améliore pas l'économie de course, mais il y a quand même une notion de gain d'énergie, de retour d'énergie dès qu'une semelle est plus épaisse. Le problème, c'est que dès qu'on augmente l'épaisseur de la semelle, eh ben, on augmente son poids. Donc, quand on sait que le poids est le facteur numéro un de de performance, si on veut, en termes de chaussures, plus la chaussure est légère, moins on utilise l'oxygène pour courir, plus on est performant du coup. Et ben, voilà, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. L'effet bascule, peu de recul sur cet effet, rocker là, ça semble améliorer la propulsion, mais ça inhibe le travail du tendon d'Achille et puis en fait mécaniquement, biomécaniquement, un tendon d'Achille, il a besoin de cette force, tensionnelle pour restituer l'énergie. Donc en fait, nouveau par la chaussure, on va améliorer quelque chose, mais on va, annuler un effet naturel de notre corps. Donc je pense qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre, à mon avis aussi. Et puis, ben, la rigidité, donc notamment ces plaques de carbone dans la performance, parce que c'est vendu comme ça. Heu, il y a une revue systématique qui a analysé 12 études. C'était sur 188 coureurs. Alors, je crois que c'est aussi des coureurs, récréatifs. Pour répondre à ta remarque de tout à l'heure, hem et la conclusion, c'était que l'économie de course, elle augmente de 2,2 avec plus de rigidité. Donc on est plus économique à 2,22. Parmi ces 12 études, il y en a 5 qui influencent beaucoup ce chiffre, parce que ces 5 études, elles étaient en fait avec des chaussures légères, avec une sorte de carbone qui était incurvé, parce qu'il y a plusieurs types de lames de carbone aussi, et puis cette mousse PEBA. La mousse PEBA, c'est la nouvelle, technologie de mousse que j'ai dit avant dans les Nike Vaporfly. Le polyéther bloc amide, polyé polyéther bloc amide, c'est le composé. Heu et ben, ces 5 études qui influencent grandement ce chiffre de 2,2 dans la totalité, étaient avec ces caractéristiques. C'était des chaussures légères et carbone incurvé, mousse PEBA. Les autres études, elles n'avaient pas forcément de mousse ou elles étaient plus lourdes, donc elles donnaient pas forcément ce résultat autant important. Donc en fait, tout ça, la conclusion de l'étude, donc ils ont pris ces 12 études pour les analyser, c'était que, il faut être prudent avec la notion de carbone. C'est-à-dire que le carbone à lui seul, il semble pas avoir un effet autant important que ce que beaucoup de gens, pensent, par rapport à la performance. Nike, ils ont sorti leurs chaussures, 4. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que ça faisait courir, enfin que ça améliorait l'économie de course de 4. Ça, c'est leur étude, leur propre étude qui a montré ça. Heu et et du coup, ben, ils ont fait beaucoup de fonds autour de cette lame de carbone et puis les gens ont acheté et puis les gens ont effectivement beaucoup, battu des records parce que aussi on était, 2019, ils ont beaucoup battu les records juste après, donc c'est post-covid, donc beaucoup de gens ont repris des courses, on se sont peut-être pas mal reposés et tout ça. Il y a plein de paramètres qu'on pourrait analyser sans entrer dans le complot, mais, qu'on pourrait, voilà, associer au fait que beaucoup de gens ont battu leurs records dans ces années, 2020, 21 et cetera. Et puis du coup, ben, ça a créé ce phénomène, par rapport aux lames de carbone et cette volonté que tout le monde a, enfin tout le monde veut du carbone pour faire leurs courses. Heu, ce qu'on sait avec un peu de recul, bref, ça on s'en fout un peu, c'est qu'il y a des plaques demi-longueur qui sont très rigides, n'améliorent pas la performance. Par contre, s'il y a une plaque sur toute la longueur de la semelle, incurvée, et qu'on court à une certaine vitesse déjà, ça augmente un peu la performance.
Par contre, ce qu'on sait surtout justement, c'est que ces mousses Peba, donc c'est les mousses tout à droite, qui ont été la grande invention et c'est elles finalement qui auraient un rôle à jouer. C'est une étude de 2018-19 justement, c'était quand ces mousses elles sortaient, qui auraient peut-être finalement plus de rôle à jouer sur l'amélioration de la performance. Pourquoi? Parce que c'est des mousses qui sont très légères, contrairement à d'autres qui étaient légères, voire lourdes. Et ce qu'elles ont, c'est qu'elles ont une compliance et une résilience plus élevées. Compliance, c'est capacité à accumuler l'énergie et résilience, c'est la capacité à la restituer, rien qu'au niveau de la mousse en fait. Et elles ont une compliance et une résilience très élevées, contrairement aux autres. Et on voit, contrairement par exemple à la EVA, éthylène vinylacétate, qui sont là. Beaucoup de chaussures ont des mousses EVA. Elles, elles se compriment à 32% si on veut, tandis que la PBA à 46%. Et elle restitue l'énergie à. Elle retrouve sa forme initiale à 66%, tandis que 87% dans la PBA. Par contre, revers de la médaille, léger, forte compliance, force résilience, donc elles travaillent beaucoup, elles ont une durabilité faible. Et c'est cette étude-là que je disais avant, qui est hyper intéressante, c'est que Kim Herbert-Loisier, qui est une chercheuse canadienne, qui travaille pas mal pour la clinique coureur, elle s'est intéressée à ça en disant, mais dans de bleu, les Nike Vaporfly 4%, elles améliorent l'économie de course de 4% chez tout le monde bat ses records, ben, on va faire une étude pour voir en fait comment ça se passe. Et du coup, elle a pris 18 coureurs récréatifs et ils ont fait porter des chaussures différentes. Donc il y avait des Nike, les Vaporfly 4%, il y avait des Saucony Endorphin Racer, qui sont des chaussures plutôt minimalistes, sans lame de carbone, et ils avaient leurs propres chaussures habituelles. Et puis en fait, la consommation d'oxygène, elle était moindre avec les Vaporfly 4% et les Saucony par rapport aux chaussures que les gens avaient. Ça, c'est ce qu'ils ont remarqué. Par contre, la différence, elle n'était pas significative entre ces Vaporfly et les Saucony chez ces 18 coureurs. Voilà, population qui ne représente pas forcément l'entièreté des coureurs, mais 18 coureurs quand même. Par contre, les performances, donc ça, on parle de la consommation d'oxygène, ça se mesure en laboratoire. Les performances avec les Vaporfly étaient meilleures sur 3 km par rapport aux chaussures habituelles et par rapport aux Saucony. Et donc, la plupart des coureurs ont effectivement réalisé leur record sur 3 km avec les Vaporfly 4%. Ça, c'est l'étude, la conclusion de l'étude. Maintenant, ça, on se dit, ok, c'est bien, mais il y a un mais. Voilà, donc ça améliore les performances en laboratoire. Mais en fait, elles n'étaient pas si significatives que ça par rapport aux Saucony. Ça, c'est un truc à penser. Qu'est-ce qu'il y avait? Tac, tac, tac. 13 et 16. Je sais plus ce que c'était, 13 et 16. En fait, dans le truc, quand on regarde l'étude en soi, c'est qu'il y a une variabilité. On parlait de la variabilité des gens. Il y a une variabilité des améliorations d'économie de course. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec les Vaporfly 4%, la lame de carbone, qui étaient péjorés par ça, et d'autres qui étaient très 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 en gain, dans le sens ils gagnaient 13% sur leur économie de course, et il y en a qui perdaient 10%. Et puis le temps aussi. Le temps était amélioré de plus 9,3% à moins 4,7%. Donc il y a une grande différence chez les gens. Quand on prend la totalité des résultats, on dit ça améliore, mais il y a des gens pour qui ça améliore beaucoup, puis d'autres ça péjore beaucoup, puis d'autres qui améliorent un peu, puis etc. Donc, il y a un côté individuel hyper important dans ces chaussures-là à prendre en compte. Voilà. Est-ce qu'il y a vous avez des questions, remarques? Est-ce que vous courez avec des carbones? Quel est votre ressenti? Moi, j'en ai, hein, j'aime bien la rigidité que ça procure. Mais je j'aime bien, j'ai les Saucony Fast Twitch qui sont mes chaussures préférées que j'ai jamais eues, qui sont très 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 minimalistes, que Saucony fait plus, malheureusement, que je trouve encore sûres.
Zalando, je crois que j'en trouvais encore. Modèle féminin. Oui, carbone, mais seulement à vitesse haute, sinon je ne suis pas confortable. Ok, ouais. Ouais, à haute vitesse. Sur les chaussures de trail, c'est ce qui a été un petit peu mis en avant. Ça change tout sur mes séances vitesse. Ok, dans ton ressenti, ouais. Après, ce qui serait intéressant, c'est de faire mais c'est toujours dur, hein, les mêmes séances en chaussures plus minimalistes et puis en chaussures ben, carbone, quoi. Ce serait intéressant. Oui, Stéphane, non, jamais. Je n'aime pas le ressenti, surtout pour mes montagnes. Ce n'est pas terrible, ouais. Oui, en trail, vu qu'on le fait, j'avais fait, parce que bah, ce carbone arrive sur le trail aussi, et forcément, hein, on peut voir si vous voulez qu'on fasse la suite après sur l'œil de l'industrie, mais bah, ça a bien marché, ça se vend bien, les carbones, les gens sont très demandeurs, ça se vend plus cher. Et puis du coup, bah, voilà, ils ont fait ça sur trail. Salomon est la seule marque pour l'instant, mais où ils ont été très clairs avec ça, c'est que c'est une marque qui fait pas de chaussures carbone en trail parce qu'ils disent que ça en vaut pas la peine. Moi, ça, je trouvais ça intéressant qu'une marque, elle le dise ouvertement. Ils ont analysé leur truc et tout, ils se sont dit non, alors que d'autres marques les vendent. Et du coup, c'est une des premières fois où je vois que ben, une marque, elle prend pas le trend aussi du moment. Et ça, c'est intéressant. Moi, que sur du plat, oui, en montagne, ça doit être galère car le changement de rythme change beaucoup. Bah, en fait, sur les études du carbone en trail, ah merde, la pub. Oui, parce que je suis affilié Twitch maintenant. Du coup, il y a les pubs, ça c'est chiant. En fait, ils forcent les gens à s'abonner à la chaîne, donc à payer. Mais moi, je vous demande pas ça, mais à payer la chaîne pour supprimer les pubs. Mais du coup, ouais, j'ai des pubs. Euh, mais du coup, tu me dis hein, si ça coupe comme là, et puis je te reprends. Par contre, je te reprendre où? Ça, c'est la question. Euh, je disais que Salomon, c'est la seule marque qui a pas pris le train de faire des chaussures carbone en trail parce qu'ils estiment que ça a aucun effet. Et ça, ils l'étudient, ils ont des chercheurs chez Salomon et ils le disent ouvertement. Ce qu'on sait sur les quelques données qu'on a, parce que c'est pas évident d'analyser ça sur du trail, tu vois, le carbone, on peut l'analyser en laboratoire, c'est des tests sur tapis. Donc c'est très reproductible, c'est très contrôlé. En trail, c'est plus compliqué d'analyser ça. Et donc du coup, il y a peu de données. Pas de carbone, non, je ne cours pas depuis assez longtemps pour avoir autant de recul sur les chaussures. Je porte ce qu'on me suggère en magasin. Ah ouais, on va voir en magasin ce qu'il te suggère. Euh, et donc en trail, voilà, je disais, et ben ça montre que sur du trail plutôt technique, bah ça a pas forcément d'effet, effectivement. Sur du trail court, en fait, technique, c'était les 2 trucs, c'est que ça aurait pas un effet, si important. Par contre, attends, c'est court ou long? Non, c'est sur trail long ou et technique, en fait, ça aurait pas d'effet. Par contre, sur du court ou du trail peu technique, bah, finalement qui s'approche d'une course, route classique, parce qu'un trail peu technique, voilà, bah, ça aurait peut-être un effet intéressant, comme les chaussures route montrent que ça a un œil, ça a un effet intéressant. Après, j'ai eu pas mal de gens qui disent comme quoi, par exemple, sur du long, le côté rigidité de la chaussure, sur de l'ultra trail, pourrait être intéressant de par la fatigue que le pied a. Bah, cette fatigue que le pied a, si on est en chaussures plutôt bah, minimaliste entre guillemets, mais peut-être pas autant rigide qu'une carbone, euh, et ben on va voilà, le pied va aussi, on va plus sentir le terrain, etc. Et puis du coup, ça peut être fatigant sur du long. C'est un peu la question. Est-ce que quelle heure il est? 9h15. Bah, je continue le truc sur l'œil de l'industrie. Et si vous en avez marre, vous pouvez quitter sans problème. Ça fait déjà 1 heure qu'on fait. Je sais que c'est souvent assez long et intense. Mais voilà, si vous restez volontiers, si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, volontiers. Et puis, je ferai le concours à la fin. Mais voilà, je vous note là. Et puis si vous partez entre-temps, ben, et puis que vous avez été tiré au sort,
je ferai le truc en live, et ben, je vous contacterai. Heu, l'œil de l'industrie, ça j'avais fait. Intéressant, merci. Les chaussures là, il y a 3500 en l'an -3500 avant Jésus-Christ, heu, on avait des chaussures comme ça, puis en fait en 2018, ce diagramme a été fait en 2018, j'imagine, hein, avec les coureurs. Et ben, donc à gauche c'est à l'époque et à droite c'est plus récent. Ben, en fait, en bas à gauche c'est 100 minimaliste, en haut à droite sur l'axe vertical 0. On voit que les chaussures elles se sont un petit peu dispersées, elles ont commencé à monter vers plus en plus de technologie. Quand on regarde le commerce des chaussures, heu, les informations qu'on nous donne en magasin, comme tu disais Audrey, ça reste quand même passablement contaminé. Ça, c'est le chiffre d'affaires global des marques en 2019, je crois. Nike, ils font 39 milliards, je crois que c'est milliards de dollars en 2019. 24 milliards Adidas, 3,2 milliards ASICS, 4,5 milliards New Balance, etc. Nike, voilà, il y a des chiffres qui fuitent, je ne sais pas de quelle manière tout est complètement véridique, mais ils ont fait un bénéfice de 4 milliards de dollars, je crois, justement en 2019. Ils ont dépensé en publicité 3,7 milliards de dollars. Ils ont payé des athlètes 780 millions de dollars en 2019, durant l'année. Et ils ont investi dans leur recherche et développement 500 millions de dollars. Donc en fait, on se rend compte qu'on paye, le son il n'est pas juste, mais on paye plus, donc c'est R&D, recherche et développement, on paye plus de publicité et de promotion que de recherche derrière. Puis on véhicule les messages qu'on fait dans nos publicités par la recherche. Ça c'est assez intéressant. Ben, en fait, on met l'argent là où ça rapporte. Ce qui se passe, c'est que on a un coureur. Attends, c'est quoi ça? On a un coureur, donc bah, les coureurs, nous, en tant que coureurs, si on veut acheter des chaussures, bah, on est au centre de tout. Puis on va chercher des infos en magasin, on va chercher des infos sur Internet, on va chercher des infos vers les médecins, les ostéos, physio, comme ça, ou vers d'autres coureurs. On est après très influencé par ce qu'on nous dit, euh, puis par des expériences personnelles, et puis par des croyances qu'on a depuis très très longtemps. Donc on a multiples influences externes sur nous. Ça, c'était une étude qui a été faite en 2021, 20, là, ils mettent, je crois 21, sur quelles sont les perceptions des coureurs et puis des professionnels de la santé sur les chaussures puis le risque de blessure. Puis en fait, s'ils interrogent les coureurs, ils considèrent euh, les chaussures comme plus importantes pour prévenir les blessures que les professionnels de la santé. Donc à 7,6 sur 10 contre 6,2 sur 10. Donc ça reste quand même aussi, on pense que les chaussures protègent des blessures. Euh, on protège plus enfin, ça, on a tendance à penser ça, mais les professionnels de la santé le pensent un peu moins que les coureurs. C'est déjà intéressant. Ça, c'est des questionnaires qui ont été envoyés à 878 coureurs et à 1564 professionnels de la santé. Et puis, d'où venaient leurs informations comme quoi les chaussures, elles prévenaient les blessures? Ce qui ressortait, c'était que c'était souvent les détaillants, les sites web et parmi les gens de la santé. Ça, c'était ce qui a été répertorié. Je participe à beaucoup de tests de chaussures avec des marques ou des magasins. Ils sont toujours très forts pour mettre en avant des marques. Et en discutant avec la majorité des runners regarde le look, la couleur et les influences du moment. Ouais, ouais, c'est assez juste. On va voir ça. Ça, ils ont questionné en fait sur pas mal de paramètres. Attends, c'était chez quoi? Je sais plus exactement. Faut que je me replonge dedans, mais
C'était chez les en fait, ceux qui vendent des chaussures, je crois. Heu, questionnaire à 89 conseillers en magasin. C'est ça, ils ont envoyé des questionnaires à 89 vendeurs et puis 93 de ces 89 conseillers, ils ont reçu une formation de l'employeur sur, bah, les chaussures et puis les blessures. 95 de ces gens, dans le questionnaire, ils rencontrent des clients qui demandent de l'aide concernant des douleurs, donc des gens qui vont au magasin parce qu'ils ont mal et qui veulent, du nouveau matériel. 77 jugent leur formation suffisante pour réduire les blessures sur la base de leurs recommandations de chaussures. Donc 77 ils estimaient comme quoi ce qu'ils disaient au magasin, eh ben, ça permettrait de réduire le risque de blessure. 68 mentionnent qu'il est probable que la chaussure de course moderne ait réduit les blessures et fait de la course une activité plus sûre. Voilà. 53 disent que les chaussures chères sont évidemment plus efficaces pour prévenir les blessures que les chaussures moins chères. 53 hein, donc 40, 45 personnes à peu près. Et 52 recommandent aux coureurs non blessés mais pronateurs de changer leurs chaussures pour des antipronatrices s'ils portent des chaussures neutres, donc la moitié de nouveau aussi. Et seulement 14 pensent que les erreurs d'entraînement sont la principale cause des blessures en course à pied. Il faudrait mettre un soignant dans les magasins en plus du vendeur. Bah, oui et non. Je pense si les vendeurs, avaient connaissance, mais c'est tout le biais qu'il y a, hein, avaient connaissance de ce qui se dit vraiment sur les chaussures. Qu'est-ce qu'on a comme données qui sont pas forcément 100 véridiques, mais qu'est-ce qu'on a comme données? Bah, ils arriveraient à, bah, déjà orienter s'il y a une blessure ailleurs ou comme ça ou bien à donner des conseils en lien avec la science. La grosse problématique, c'est que les vendeurs, bah, ils sont dans des magasins qui doivent vendre et i on va le voir dans la chaîne, c'est qu'ils vendent ce qu'on ce qu'on leur dit de vendre. Les marques, elles sont derrière, heu et puis, bah, les marques, elles profitent de faire des messages, faire des nouveautés pour pouvoir, bah, le but des marques, c'est de faire de l'argent. C'est une entreprise, donc ils vont chercher à toujours essayer de se faire plus d'argent possible et puis, du coup, bah, pour ça, ils ont besoin des magasins, donc ils vont vendre un peu selon ce message qui est, en fait, finalement le même depuis toujours. C'est tout le problème. En fait, donc du coup, dans ces croyances-là, c'est pour ça qu'on a 95 c'est un chiffre au bol, mais qui court en chaussures très technologiques contre peut-être, allez 5 ils mettaient 5 j'en sais rien, mais une petite proportion de gens qui courent en minimaliste à l'heure actuelle. C'est triste que les gens aillent se soigner en magasin, oui, ouais. Après, ils se soignent pas forcément, c'est juste qu'ils ont mal, puis ils se disent comme quoi c'est la chaussure et puis ils veulent, ouais, ne plus avoir mal. Alors oui, c'est se soigner en l'occurrence, mais ça marche pas très bien. Donc voilà, c'est ce que je disais avant, il y a une chaîne entreprise, donc la marque, client. Donc l'entreprise, elle veut faire de l'argent, pour ça, elle a besoin que les gens achètent, puis il y a un intermédiaire, c'est des magasins. Hem et donc le grand rôle du marketing dans tout ça, pour vendre des produits, il est énorme. Nike, Vaporfly 4 sorti là en 2018-2019. Chaussure qui va battre des records, tout un truc de vente qui a été fait, de la science derrière du 4 qui est biaisé. Mais voilà, il y a tout un truc. Si on veut voir des textes dans des magazines de pub de chaussures, c'est incroyable, hein, les chaussures qui vous font aller plus vite. Moi, je les liste après rapidement, mais c'est assez rigolo. Le petit rôle du secteur recherche et développement biaisé. Alors le recherche et développement des marques, où on a vu qu'ils investissaient moins qu'en marketing, ben, il est un peu biaisé dans le sens où s'ils font des études puis que ça montre un tout petit truc, ben, ils vont profiter de ça pour en faire un message dans l'enrobage du marketing. Hem, le Ce qui est intéressant, c'est que, ben, voilà, une étude qui a été faite par la marque, et ben, du coup, effectivement, il faut la prendre avec des pincettes. Par contre, bah, une étude qui a été faite de manière indépendante, c'est déjà plus intéressant. Recherche et développement, chez Nike, par exemple, alors j'ai pas pris en grippe Nike, hein, mais c'est eux qui ouvrent le plus enfin, c'est pas moi qui ai fait, c'est la Clé Courant, mais c'est eux qui ouvrent le plus leurs données, leurs chiffres et cetera. Donc c'est pour ça que c'est eux qui prennent, plus cher dans les présentations.
Notre fonction est de fournir des connaissances et des idées. Ça, c'est le directeur du, du Research Lab là, de Nike, du laboratoire de recherche. Nous sommes le dépositaire mondial de la science de la performance et du potentiel humain. C'est ce qu'il dit. Donc, il se considère comme les dépositeurs dans le monde de la science de la perf et du potentiel. Donc, pourquoi pas, hein, mais c'est déjà pas mal prétentieux. Ils ont fait une vidéo qui est mythique, mais j'arrive pas à la lire là vu que c'est le PDF. Nike, sur leur site, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, ils avaient mis: «Au fil des ans, nos chercheurs ont testé d'innombrables idées pour améliorer la performance, réduire le risque de blessure, améliorer la perception et les sensations et proposer des produits innovants aux athlètes». Ça, c'était sur le site de Nike. Our mission is to drive product innovation for athletes everywhere. Bon, ça, voilà, quand on voit ces marques, elles ont des laboratoires modernes qui servent de vitrine promotionnelle à leurs messages scientifiques. Bon, oui, ils ont des chercheurs, ils font des recherches, dès qu'ils trouvent un truc, ils vont le mettre en avant. Bon, ça n'a rien d'illogique, on va dire. Mais voilà, s'il y a que cette recherche-là, il faut la prendre avec des pincettes, comme je disais. Après, il faut la mettre dans tout ce qui se fait autour, puis là, on peut en faire une conclusion. Ils sont à la base des promotions des connaissances erronées en lien avec les chaussures en course. Ça, on peut le voir après, peut-être. Ils transcendent des informations qui ne sont pas en phase avec la science. Donc, en fait, ils sortent des messages, mais tout ce qui est autour, il y a pas mal de choses qui disent il y a des choses qui disent la même chose, puis il y a des choses qui disent l'inverse, peut-être. Et puis, ils perpétuent des fausses croyances avec l'objectif de vente. Bon, je n'aime pas trop cette diade avec les coureurs parce qu'elle est un peu trop violente. Mais les marques sont des entreprises qui, comme pour toutes, cherchent à faire du profit, ça, on imagine bien. Et puis donc, on investit l'argent là où on va récolter le plus. On crée des nouveautés, parce que créer des nouveautés, ben, on le voit, hein, c'est vraiment, ils recherchent de créer de la nouveauté parce que c'est ce qui peut se valoriser. J'avais mis un exemple d'une chaussure qui est assez similaire. J'ai pas mis toutes les données, mais quand on regarde, c'est les mêmes plus ou moins. C'est juste qu'il y en a une qui a une lame de carbone et l'autre qui a pas de lame de carbone. Et puis, ben, cette chaussure qui est plus ou moins la même, ben, elle se vendait 50 € plus cher sur le site de Soconi il y a 2 ans. Donc voilà, juste avec une lame de carbone qui doit coûter moins de, je sais pas, moins de 10 centimes la plaque de carbone, quoi. Il y avait une étude, ça je vous invite à aller la lire. Je peux vous donner la référence. C'est assez intéressant. C'est un gars, ou une société, je sais plus, en 2020, qui a analysé 180 000 prix de chaussures dans le monde. Puis en fait, il a constaté chez un gars que chaque tranche de 30 grammes dans la chaussure augmente le prix de 6 dollars en termes de dollars, hein. Donc plus la chaussure est lourde, plus elle est chère. C'est une constatation. Les chaussures plus minimalistes, elles sont 17% moins chères que les plus technologiques. Je croyais que le matériau coûtait. J'en ai aucune idée. Moi, je pense que ça coûte pas grand-chose, mais je sais pas combien ça coûte. Honnêtement, ce serait intéressant de savoir, hein, mais je pense pas que c'est 50 € la plaque de carbone à mettre dans la chaussure. Mais c'est peut-être plus, hein, ça je sais pas. Les chaussures avec antipredateur, elles sont 25% plus chères que les neutres dans ces 180 000 prix de chaussures analysées. Et plus la chaussure elle a du support, plus elle est chère. Donc on voit, plus il y a de la technologie, plus on majore le prix. Et donc du coup, on se rend compte que, j'aimais bien ce truc, c'est que la simplicité, c'est pas super lucratif. Il y a eu, après le livre Born to Run, je sais pas si vous avez lu Born to Run, Né pour courir de Christopher McDougall. Ça vaut vraiment la peine de le lire, c'est un bon livre. Ça date des années, je sais plus, de quand c'est. Peut-être on verra après. En fait, puis il y a eu l'émergence du minimaliste lié à ce livre-là qui est sorti, Né pour courir, et du coup, ben, tout à coup, une marque, elle a fait du minimaliste. Elle a vu que les gens étaient très friands de ça parce que le livre, il avait fait un gros boom. Oui, Born to Run, incroyable, ouais. Il avait fait un gros boom, donc les gens, ils étaient demandeurs du minimaliste, et donc toutes les marques, elles ont suivi avec le minimaliste.
Puis après, ben, ce trend a commencé à chuter parce que tout à coup, il y a des marques qui ont inventé d'autres trucs. Et puis du coup, bah, toutes les marques, elles vont inventer cet autre truc. C'est le cas du carbone à l'heure actuelle, hein. Nike avait le carbone datait de chez Puma, je crois que c'était les premiers qui avaient fait. Mais Nike, ils ont sorti ces nouvelles mousses et tout ça. Ben là, bam, 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 toutes les marques, elles enchaînent. Voilà, on veut des tendances. Ah bah voilà, 2010-2014 avec les Nike Free. Nike de nouveau, pionnier du truc, les Nike Free, très minimaliste. Oui, la tribu des Tarahumara, ouais. Exact. Ils sont en train de disparaître. Qui sont en train ouais, de plus être, ouais, de disparaître tout court. Donc Nike qui avait fait ça et puis, bah, après toutes les marques, elles ont suivi. Ensuite en 2015, de 2015 à 2019, il y avait avec les Hoka, qui étaient marque française à cette époque-là, qui maintenant est américaine. Ils avaient fait les One One Mafat, là, des chaussures, censées, simuler une course sur le sable avec, une grosse semelle et là, toutes les marques, elles sont suivies aussi après. Et du coup, en 2019, les Vaporfly et toutes les chaussures, elles ont suivi aussi avec les carbones et ces nouvelles mousses. Donc voilà, on crée des nouveautés, on les valorise, on vend, tout le monde est derrière et les gens demandent ça et voilà, ça fait un cercle vicieux. J'avais mis prochaine tendance. Prochaine tendance, j'avais mis ça. J'ai vu plusieurs fois qu'il y a comment ils essaient de commencer de mettre des technologies dans les chaussures. Bah, typiquement, voilà, l'impact et ce genre de choses qui seraient peut-être sur notre montre ou ce genre de trucs. Donc on a des marques qui veulent faire de la vente, du fric, des magasins qui doivent aussi ben, relayer les infos qu'ils ont des marques, et puis un coureur. Et puis, ben, en fait, les gens, ben, comme je disais avant, ils ont des croyances, des exigences, ils veulent du carbone parce qu'on sait qu'on a les 20 kg de Lausanne et que ben, en chaussures carbone, on sera plus protégé parce qu'on croit ça, on sera plus performant parce qu'on est persuadé de ça. Donc, on va au magasin en disant, bah voilà, bonjour, j'aimerais changer de chaussures, je veux des carbones, boum. Et du coup, voilà. Euh, il est légitime de se poser plusieurs questions. Est-ce que les coureurs sont informés de ce qui se fait vraiment en course à pied? En fait, ça, malheureusement, non, parce que les coureurs, ils sont influencés par les réseaux, par les magazines, par les magasins, par les amis, qui eux-mêmes sont influencés et ont leurs informations par les mêmes canaux. Born to Run, traduit en français en 2012. Ah, ok. 2012, ouais, ça marche. Je savais pas. Et est-ce qu'ils ont le choix, les coureurs, quand ils se présentent en magasin? Ou non, enfin dans le sens oui, il y a du choix, mais t'as pas le choix de tout ce qui se fait en course à pied. C'est très rare, à part peut-être à la Tour de Paix où ils ont un petit peu plus, mais encore un magasin, ben il aura un, deux modèles, etc. Et puis comment est-ce qu'ils sont influencés? C'est là aussi où ça pêche un petit peu. Justement, l'influence par les publicités. Je le fais assez vite. 1981, Puma croit que les blessures, c'est dans l'article, hein. Puma croit que les blessures liées à la course peuvent être évitées. Nous savons qu'il existe au moins une chaussure qui est soigneusement conçue jusque dans les moindres détails afin d'éviter la blessure, c'est la Puma Easy Rider. Donc dans l'article, ils mettent ça, qu'ils ont trouvé la chaussure qui réduit les blessures. En 83, les chaussures de performance doivent être plus que belles et confortables, elles doivent également vous protéger des blessures. Et nous fabriquons toutes nos chaussures pour répondre à cette exigence. Ça, c'était... j'arrive pas à voir. Je sais plus quelle marque. Donc voilà, là on était beaucoup sur les blessures en fait. Le système de retour d'énergie économise une quantité importante d'énergie et vous le restitue au moment où vous en avez le plus besoin. En 1988 chez Reebok, qui faisait un système d'énergie justement, on voit en bas à droite de l'article, ils étaient à fond là-dessus.
Air Max, ils ont sorti en 87, amorti et confort. Il y a eu les Z-Coil. Alors, c'est des modèles peut-être américains aussi qu'on n'a pas forcément eu là, mais ça s'est vraiment vendu en 95. Amorti des impacts, rester confortablement debout des heures sur des planches en dur, réduire la fatigue, soulagement des douleurs. Les MBT suisses qui améliorent la posture liée à leur truc en arrondi, peuvent aider pour les problèmes de dos, hanches, jambes et pieds et pour les blessures. Nike Shox avec les ressorts là, retour d'énergie, etc. New Balance, chaussure qui était censée être pour les gros volumes d'entraînement parce qu'elle était amortie, stable et puis elle contrôlait le mouvement du pied, donc il fallait s'entraîner comme ça. Ils disaient dans leur pub la gagnante de l'industrie qui fait aussi de vous un gagnant même durant les épreuves les plus longues. Ça fait bien vendeur quand même. Les Nike Free, justement, en 2004, bien fait du mouvement naturel, renforcent les pieds, préviennent les blessures. On était vachement sur le prévient des blessures. Après, ça s'est dégradé après ça, là, après 2005. Five Finger aussi, il disait comme quoi ça renforce les muscles, ça stimule les fonctions neuronales, etc. Non, c'est pas trop eux. En fait, après ça, souvent, Five Finger, typiquement, ils ont été attaqués en justice aux États-Unis parce que, ou Nike, ils vendaient des choses qui prévenaient les blessures, puis les gens achetaient, puis ils se blessaient quand même. Et puis du coup, voilà, ils déposaient, comment on dit, un- ils déposaient plainte en fait contre l'entreprise pour publicité mensongère. Et du coup, aux États-Unis, on sait qu'ils payent une chier pour ça. Et du coup, ils ont commencé à modérer un petit peu le discours à partir de ces années-là pour le camoufler, pour faire en sorte que ça soit protecteur. Ils ont plein d'avocats aussi, en plus de scientifiques derrière. Donc il y a Reebok qui brûle davantage de calories avec un truc, il y avait deux ronds dessous. Les Mafat atténuent les chocs, réduit la fatigue, offrent un confort supérieur, préviennent les blessures, promouvoient une biomécanique naturelle dans leur pub. Bon bref, Zytec, les gels Nimbus, c'était les chaussures les plus vendues au monde. Les On, bref, voilà. Vaporfly, conçu pour briser des records de vitesse, qui disait. Après, il y a eu les Vaporfly Next %, la plus rapide qu'ils aient jamais produit et que vous ayez jamais vu ou ressenti grâce à la combinaison de nos deux technologies les plus novatrices. Ça, c'était sur le site de Nike, hein. La mousse Nike Zoom X et le matériel Vapor Wave. Ça fait toujours bien. Allez voir sur le site Nike, Adidas, les descriptifs des chaussures, ils sont bien tournés, ce qui est logique. Voilà, ça c'est Next, les Adidas Evo Pro, elles étaient 300 francs en Suisse il y a 2 ans, 300 balles, et on pouvait courir un marathon avec. C'est un peu avec ce modèle-là qu'il a gagné son marathon en moins de 2 heures, le gars. Ça, tac, 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 oh, je passe un peu plus vite. Voilà. Moi j'arrive au bout en fait de la présentation. Ça c'était un truc du magazine Runner's World, un magazine de running très vendu dans le monde. Où en fait, un magazine vendu, il y a beaucoup de gens qui lisent forcément ça. Il y avait un truc marrant dans ça, en fait, c'était comment dire, un tableau qui cherche à orienter les gens vers quel modèle ils doivent avoir. À l'heure actuelle, on sait que quand on achète une chaussure en magasin, il faut l'essayer déjà, et puis il faut que le confort soit immédiat. C'est, je dirais, le critère numéro un pour choisir une chaussure. Il faut qu'elle soit confortable. À partir de là, d'avoir un peu ces connaissances que j'ai fait là en résumé, ça peut être intéressant parce que comme ça peut vous dire, ah bah tiens, moi, mes anciennes chaussures, elles sont à peu près sur cette échelle-là, donc j'ai pas envie de faire une transition, j'ai envie de rester dans le même genre de chaussures, donc il faudrait que j'achète une chaussure qui a plus ou moins cet indice minimaliste là aussi. Il faut qu'elle soit confortable. Il faut qu'on sache si on veut du carbone parce qu'on trouve que ça a un effet pour la vitesse. Voilà, c'est tous des trucs qu'on peut essayer d'avoir. Mais là, typiquement, ils mettent, je sais plus, genre, est-ce que vous cherchez des chaussures traditionnelles? Si on répond non, genre traditionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je dis non, je ne cherche pas des chaussures. Est-ce que vous voulez un. Would you like a more minimal feel? Est-ce que vous voulez un sentiment plus minimaliste?
Si on répond oui, donc je veux pas des chaussures traditionnelles, je veux un sentiment plus de foulée naturelle. euh, Dans le truc, ils mettent encore une bulle. Est-ce que vous voulez quand même un petit peu d'amorti? C'est comme si ils essaient de conditionner dans le sens, ah ouais, en fait, je veux quand même un peu d'amorti, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y avait aussi lié au poids, enfin, au niveau du kilomètre. Est-ce que si tu fais moins que 18 miles par semaine euh, et que tu as un BMI à temps, et ben en fait, ils vont te conditionner le truc vert vers des chaussures comme ça. Par contre, si tu as un BMI plus grand, plus petit, je sais plus, et ben ils vont te dire, ok, tu peux prendre ces trucs, alors que le poids de la personne n'a aucune influence sur nos achats. Si une personne obèse qui veut courir pieds nus, bah, il peut courir pieds nus. Une personne obèse, c'est pas un problème, pour autant qu'il y aille progressivement. Une personne obèse qui court en chaussures très très amorties, bah, elle doit y aller progressivement aussi. C'est un peu pareil. Voilà. Bon, j'arrive au bout. Si vous avez des questions, écrivez-le. Et sinon, je vais faire le tirage au sort. On va faire ces bottes de compression parce que vous le méritez. C'était assez long. Et repub, ouais. C'est le problème. Je vais juste voir. J'avais trouvé un site. Tirage au sort. Ah, oui. Comment ça s'appelle? Tirage au sort.net. Touc, touc, touc. J'arrive, hein. J'arrive. J'ai mon chat qui arrive plus à se connecter. Ah voilà. Ah salut Rimuta. Bienvenue. On arrive au bout du live. Mais cool que tu sois passé. Merci pour cette présentation très intéressante, surtout pour une novice dans le sujet. Pas que je sache en tout cas. Pas que tu saches quoi? C'est réponse à... Ouais, si tu as d'autres questions, Audrey, tu peux me demander sans autre, hein. Il y a beaucoup de trucs. Désolé, j'ai bossé de 13 à 21. Pas de souci. Pas de souci. Je remettrai sur YouTube la présentation. Donc, il n'y avait pas le côté avec la nutritionniste parce elle est malade. Donc, on va encore une fois repousser. Mais du coup, j'ai fait sur les chaussures aux courses à pied. J'ai repris une présentation que j'avais fait il y a pas mal de temps. Et puis, voilà. Tirage au sort. Audrey, Stéphane. Alors, je disais, il y aura des déçus. Coach Cosette. Je sais pas ton prénom en fait. Tu me l'as dit l'autre fois, je crois, mais je sais plus. Je mets Coach Cosette, hein, je m'excuse. Attends, parce que j'ai pas payé, pas que je sache. Il y a des coachs sportifs ici. Ouais, il y a une coach, ouais. Et puis j'ai promis à Nico et puis à, à Lara que je les mettais dans le concours aussi. Ils ont été bien présents sur différents lives. Et puis du coup, c'est quoi comme tirage? On fait les bottes de compression de la marque Blackroll. On fait les bottes. Pour ceux qui avaient suivi le live, en fait, du début à la fin, malheureusement, t'arrives juste trop tard. Je suis désolé.
Ok, un gagnant avec l'animation de la roulette. Vous voulez l'animation de la roulette? C'est plus rigolo, hein. J'oublie quelqu'un ou pas? Il y avait Aline au tout début, mais elle est vite partie. Je sais pas pourquoi. Un peu navré pour elle. Cosette, coach sportive en course à pied. Oui, elle est coach, mais elle peut dire. Alors, tournez la roue. Tan, 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 tan. Ça sera Lara qui n'était pas là ce soir. Bah, je lui dirais, désolé pour vous qui avez été là présents ce soir aussi. Mais j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Si elle remet son prix en jeu parce qu'elle n'était pas là, je vous redirai. Mais je la contacterai. Tac. Je voulais encore faire un truc. Un peu de pub Cosette. Après, il vient de France. Je suis pas sûr que ça. Pourquoi pas, hein. Ah oui, tu fais du coaching en ligne, Cosette, coach Cosette. Je vais faire ça. Ah, vous avez vu en live la roue ou pas? J'ai pas l'impression en fait. Putain, c'est quoi cette arnaque? Ah, tu fais aussi à distance, cool. Si jamais, ça peut être intéressant. Ah si, on a vu. Ah, mais en fait, c'est mon truc comme ça là qui a freezé sur le truc encore. Ouais, ouais, tu peux spoiler si c'est pas grave, hein, on est un chat dédié. C'est aussi le but, quand on est plusieurs de, 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 de discuter. Ouais, en tout cas, je suis désolé pour vous qui avez suivi ce soir le live et puis que bah, Lara a gagné, mais elle mérite, elle m'a pas mal soutenu aussi dans les, les autres lives et puis dans ce que je fais aussi sur les réseaux. Euh, et puis, ça sera bien utile pour ces préparations. Euh, elle fait quoi, elle? Des Spartans surtout, hein, une équipe suisse de Spartans. On a vu qu'on a perdu. Merci pour ce moment de partage. Ouais, au moins, j'espère que tu peux apprendre des trucs. En tout cas, c'était très cool. Moi, j'ai bien aimé. Comme je fais toujours, si vous voulez. Ouais, Steph, je sais, t'es tout triste. Mais je pense qu'on. Je vais peut-être regarder avec Blackroll pour refaire si ça marche bien. Je sais pas, les bots, peut-être pas parce qu'elles valent super cher, mais je fais des deux. À titre perso, je suis plus sur route, mais je colle sur les deux. Ah ouais. Et merci pour ce live. Si jamais il y a un code promo, euh, je vais essayer d'actualiser mon live là quand même. Gestionnaire de stream. Ah voilà. Donc je le relance. Si jamais il y a. Ok, sur Insta, c'est aussi Coach Cosette. Il y a mon code promo, la BRMT 82 94 10 82 94 10 sur le site Black Royal Suisse. Je pense que c'est que valable sur le site suisse qui donne 10% si jamais. Et puis pour vous, j'ai aussi un code, là il n'y en a que 10 chez Revario pour les Suisses parce que ceux qui habitent en France, malheureusement, Revario n'expédie pas en France. Après, Rimuta, si tu veux une fois essayer, après je pense que tu n'as pas forcément d'intérêt, mais si tu veux acheter, puis que moi je peux t'expédier la marque Revario en France, c'est une marque suisse en fait qui fait des habits, des vêtements de sport, de course à pied principalement
avec des produits en fait qui circulent peu dans le monde, qui sont quand même éco-responsables. Là, j'ai 10 codes promo 15-26. Steph, je pense que tu n'en as pas besoin toi, mais tu peux utiliser un des miens si ça te fait plaisir. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Tox 15.26. Ok, je vais voir. Lara mérite bien. Je peux faire le lien depuis Annecy. Ah, pour le. Tu dis pour envoyer Revario. Ouais, à voir. Après, peut toujours me contacter aussi sur Instagram. Moi, j'envoie volontiers depuis la Suisse. Mais c'est vrai que Stéphane a un domicile dans la superbe. Domicile secondaire dans la superbe région d'Annecy. Coach Cosette, je te suis maintenant. Ah, bah cool, ouais. En plus, je sais pas si tu as besoin d'un entraînement cadré en post-blessure. Peut être bien. En tout cas, merci d'avoir été là. Je communiquerai la date du live avec Gaël. Je sais pas quand encore, parce que j'ai pas mal de trucs ces prochains temps. Et du coup, je sais pas exactement quand, mais je redirai. Peut-être qu'il faut que je m'achète un autre ordi aussi. Je suis en train de voir pour m'acheter une machine de guerre pour que ça tourne, parce que faire un collab cam à deux, ça fait laguer. C'est ce qui a fait laguer l'autre fois mon ordi. Là, je suis en connexion filière. Puis ça marche bien, mais ça marchait bien quand j'étais seul, même sur la connexion filière. Donc, à voir, on va essayer tout ça. Je refais un live vendredi où là, on parle plus pathologie de nouveau. Et notamment syndrome de l'essuie-glace, entre autres. Et puis où le but, s'il y a des gens, c'est que les gens puissent peut-être poser des questions sur leur problématique. Et puis donner des retours d'expérience. Je crois que ça sera sur ça, ouais, le truc. Je peux vite voir. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais mis juste pose tes questions concernant des pathologies, mais il n'y aura pas forcément qu'un côté questions-réponses. Je peux donner 2-3 infos comme j'ai fait là, peut-être de manière un peu plus succincte. Merci, bonne soirée, coach Cosette. Bonne soirée, Steph. Pareil chez toi, je redirai à tout le monde. Merci Audrey, merci Rimuta. Je sais plus ton prénom, putain, je suis trop fatigué. Ton vrai prénom, pourtant je suis venu sur tes lives plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'avec les pseudos, des fois, ça me mélange les pinceaux. Bon, en tout cas, à tout vite. Merci d'avoir été là et je vous souhaite une belle semaine.